otage américain libéré il y a 2 heures au Liban, son identité n'a toujours pas été révélée. Le pape Jean-Paul II va réunir en synode tous les évêques du continent européen. Le jour de la Terre, mobilisation modérée en France. Rugby, Agen, Toulouse et Narbonne ont fait un grand pas vers les quarts de finale du championnat. Bonsoir. La liberté pour un enseignant américain détenu en otage au Liban depuis 39 mois. Son identité n'a pas encore été révélée. Il a été libéré ce soir par le djihad islamique à Beyrouth. Les faits, Jean-François Gringoire. Le premier otage américain libéré au Liban est en route pour Damas. Il est à bord d'une de ses voitures. Ce sont les services secrets syriens qui assurent maintenant la sécurité de l'otage libéré à 17h20 cet après-midi à Beyrouth-Ouest. Devant un complexe hôtelier, une BMW s'arrête. L'otage en descend pour être immédiatement récupéré par les services de renseignement syriens. Le scénario est extrêmement bien réglé. Tout était donc décidé depuis au moins 24 heures. En début d'après-midi, le djihad islamique pour la libération de la Palestine, qui détient les otages, se manifeste à nouveau et annonce la libération dans les 24 heures d'un Américain. Ensuite, tout va se précipiter. 1 heure plus tard, le général Kanan, chef des services secrets syriens, arrive à Beyrouth, répondant ainsi à une exigence du JLP. Mais la libération a déjà été effectuée et les preneurs d'otages ont donc obtenu les garanties attendues. Pour l'instant, on ne connaît toujours pas l'identité de l'otage libéré. Seule certitude, c'est l'un des 3 professeurs américains enlevés en janvier 87 à l'université de Beyrouth. Peut-être Alan Steen, 51 ans aujourd'hui, à la santé précaire. Mais il pourrait aussi s'agir de Robert Polil, 55 ans, le plus âgé des 3. Washington reste pour l'instant sur la réserve et attend des informations du gouvernement syrien. Réaction maintenant, correspondance spéciale à Washington. Jacques Tiziou, le département d'État n'a toujours pas donné ce soir l'identité de l'otage qui a été libéré. Effectivement, Eric, le département d'État attend, la Maison-Blanche attend, et ce qu'ils attendent, c'est la confirmation par les canaux diplomatiques depuis Damas que l'otage est bien arrivé, de qui il s'agit, qu'il a retrouvé l'ambassadeur des États-Unis et qu'il peut être emmené par avion spécial, un avion C9 qui est un avion infirmerie, pour recouvrer finalement la liberté. Et vous savez qu'il y a 3 heures de route entre Beyrouth et Damas, donc les choses tardent un peu, elles tarderont certainement un petit peu avant que George Bush lui-même intervienne et dise ce qu'il en pense. Alors, Jacques Tiziou, il est 13h30 à Washington. Première réaction dans l'opinion américaine. La télévision, je présume, a d'ores et déjà annoncé, bien sûr, la libération d'un de ses otages. Oui, bien sûr, les interventions ont été très rapides à la radio et à la télévision en une journée qui, traditionnellement, le dimanche, n'est pas une journée de nouvelles, mais une journée de conseils de jardinage sur le réseau CBS ou bien de sciences et techniques sur le réseau CNN. Et les premières réactions ont été que, bien sûr, George Bush n'a pas cédé, il n'a pas voulu envoyer l'ancien ambassadeur à Damas, John Kelly, et que, bon, un petit retard est intervenu, mais que les efforts du gouvernement syrien, du gouvernement iranien et d'autres peut-être ont finalement porté leurs fruits, mais que ce n'est qu'un otage. Et on cite beaucoup les propos de George Bush ce matin, il est en Floride, disant qu'il ne reprendra des contacts avec l'Iran et avec d'autres que lorsque tous les otages auront été libérés. Donc, s'il trouvera certainement une façon d'exprimer sa satisfaction ce soir, eh bien, il en trouvera une autre aussi pour rappeler que d'autres sont toujours otages, qu'il ne fera rien tant qu'il n'aura pas obtenu leur libération, et cela sans aucune négociation directe et sans condition. Merci Jacques Tiziou. Analyse maintenant Jean-Claude Perpère, la grande question, pourquoi la libération ce soir? Eh bien, en exerçant une très forte pression sur le groupe terroriste, il est évident que Damas a voulu faire un premier geste concret et ostensible en faveur des États-Unis. Et cela parce que les États-Unis ont pris conscience que la Syrie est une grande puissance régionale. Donc il y a un changement politique de la part des États-Unis. On sait par exemple que Washington soutient le président Hafez el-Assad dans le règlement de la crise libanaise à son profit. Et ensuite, on sait aussi que Washington maintient sa pression sur Israël pour faire avancer le plan Baker. Et à cette fin, d'ailleurs, le gouvernement américain est l'artisan du rapprochement syro-égyptien. Concrètement, il faut y voir une modification de la politique américaine au Proche-Orient? Très certainement. D'ailleurs, j'écoutais ce matin une radio de la communauté juive de France qui disait que George Bush était vraisemblablement le président des États-Unis le moins proche d'Israël depuis la fondation de l'État. Alors revenons maintenant sur le problème principal et crucial
médicale des otages. Dites-nous, qui est le djihad islamique qui détient des otages américains et qui vient de décider de libérer l'un d'entre eux? Eh bien, ce djihad islamique s'est manifesté pour la première fois en février 83 par l'attaque d'une patrouille américaine sur la route de Beyrouth, entre l'aéroport et Beyrouth. Il ne faisait alors aucun doute que ce djihad islamique était le bras armé des services américains, des services syriens. Bon, par la suite, ce groupe terroriste qui a travaillé pour l'Iran, donc a été très influencé par les thèses iraniennes. Mais il est évident que, basé au Liban, dans la zone sous contrôle syrien, il est évident donc que le djihad a beaucoup de difficultés pour résister aux ordres de Damas. Alors, un enseignant américain libéré ce soir, 2 autres sont encore en otage. Quelle peut être l'étape supplémentaire pour qu'ils soient tous libérés? Écoutez, vous savez, il est très difficile de se prononcer lorsqu'il s'agit de libération d'otages. Nous l'avons vu déjà en ce qui concernait les nôtres, qui étaient retenus par le Hezbollah. Bien, cela dépend du prix politique que paieront les États-Unis, non seulement à la Syrie, mais aussi à l'Iran. Merci Jean-Claude Perpère. Tous les évêques du continent européen convoqués pour un synode sans précédent. Invitation lancée par le pape ce matin. Jean-Paul II a achevé sa visite en Tchécoslovaquie par une messe en plein air à Bratislava devant plus d'1 million de personnes. Mario Dilpagnez. L'accueil enthousiaste de la Slovaquie. À son arrivée à Bratislava, le pape a été salué par Alexander Dubček et par le Premier ministre Marian Kalfa. Puis il a été acclamé par près d'1 million de fidèles rassemblés à l'aéroport pour cette dernière étape du voyage papal. Un voyage symbole, l'Église catholique tchécoslovaque fut l'une des plus persécutées d'Europe de l'Est. Un voyage rendu possible par la chute du communisme, dont Jean-Paul II s'est félicité. Même s'il a mis en garde les fidèles contre les virus de l'Occident, comme l'athéisme ou le matérialisme. Maintenant, pour tirer les leçons des bouleversements et réfléchir au rôle de l'Église, le souverain pontife a annoncé la convocation d'un synode exceptionnel de tous les évêques européens. Une annonce faite ce matin devant plusieurs centaines de milliers de fidèles à Velehrad, lieu de pèlerinage dédié aux premiers apôtres slaves, Saint Cyril et Saint Méthode. Velehrad, où Jean-Paul II n'avait pu se rendre il y a 5 ans, le pouvoir communiste l'en avait alors empêché. Les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger sous forme de télégrammes commentaires ce soir de Liliane Vittori. Tchernobyl, bientôt le 4e anniversaire d'un terrible cauchemar. Après l'incendie de la centrale, des centaines de milliers d'habitants de Biélorussie et d'Ukraine sont encore prisonniers d'un ennemi mortel et invisible, la radioactivité. Bilan officiel de 150 morts, des milliers de cancers. Aujourd'hui, on manifeste à Kiev pour des soins médicaux et de la nourriture non irradiée. En Yougoslavie, on vote aujourd'hui en Croatie, petite république parlementaire. Ce sont les premières élections libres et 33 partis, pas un de moins, se disputent les suffrages. Le monopole communiste est compromis. On attend l'arrivée en force des nationalistes, partisans d'une Croatie indépendante. Au Nigeria, le gouvernement militaire du président Babangida affirme avoir écrasé un coup d'État dans la capitale, Lagos. Après avoir occupé la radio, les rebelles ont été neutralisés par les autorités qui ce soir semblent contrôler la situation. 30 000 Australiens sont actuellement prisonniers des inondations dues aux pluies diluviennes qui dévastent le pays depuis plusieurs jours. Des passants des véhicules ont été emportés par les courants torrentiels. De nombreuses personnes sont portées disparues. La célébration du jour de la Terre en France avec notre invité ce soir, Haroun Tazieff. Petite déception quand même, la mobilisation n'a pas été très importante en France. Ce n'est pas grave en soi. Hein. Ce n'est pas grave. De toute façon, plutôt que des manifestations de ce genre, très sympathique certainement, très sympathique, je suis de tout cœur avec les objectifs de cette manifestation. Moi personnellement j'aurais largement préféré que les budgets et les efforts déployés dans le monde entier, donc aujourd'hui, aient été non pas consacrés à la gloire de la terre, mais à des objectifs concrets, efficaces de lutte contre l'ennemi numéro 1 que sont les pollutions. Alors, avant d'en parler plus longuement, le Tour de France de la mobilisation pour sauver l'environnement avec le commentaire de Jean-Marc Pitt. À Chamonix, c'est le réchauffement de la Terre qui était sondé par un thermomètre géant. Les sculpteurs Christian Claudel et Francis Cuny l'ont taillé dans la mer de glace.
La couche d'ozone était choyée par les Rennais. Ils ont organisé sur le Champ de Mars une collecte de réfrigérateurs et de bombes aérosols, puis ils ont récupéré le fréon qu'ils contenaient. Ce gaz est réputé responsable de la diminution de l'ozone dans l'atmosphère. Les Dunkerquois ont choisi de montrer du doigt les industries polluantes de leur ville. Quelques 200 énergumènes à bicyclette ont déposé devant les raffineries des petits bouts de chiffon accusateurs. Le ciel n'a pas été clément avec les riverains de la Loire. Pour former une chaîne humaine le long de leur fleuve, ils ont dû affronter bien des intempéries. Résultat, il manquait quelques maillons. Quoi qu'il en soit, la première journée de la Terre en France aura été celle de l'originalité. Une mobilisation quand même relativement importante sur les bords de la Loire. Les citoyens se sentent concernés aujourd'hui en France par les problèmes d'environnement. Qu'en est-il à votre avis des pouvoirs publics? Vous avez été ministre pendant 4 ans, dans le premier septennat de François Mitterrand. À votre avis, le gouvernement français va faire quelque chose rapidement ou pas? Je le souhaite, mais il y a si longtemps que je le souhaite que je commence à en douter. Ce qu'il faudrait évidemment, en réalité, c'est donner au ministre de l'Environnement 10 fois plus de moyens que ceux dont il dispose. Jusqu'à présent, le ministère de l'Environnement est un gadget, comme a été mon propre secrétaire d'État à la prévention des risques majeurs. Alors, ce sont des gadgets. Oui, Brice Lalonde disait ce matin, j'ai une 2 chevaux, il me faudrait une grosse cylindrée. C'est un peu ça. Et il faudrait une grosse cylindrée. Tout récemment, la semaine dernière, Michel Barnier, qui est donc président du Conseil général de la Savoie et qui était chargé par le Parlement unanime à faire un rapport, il a mis 1 an à cela, sur le problème de l'environnement, a fait un rapport très très bon, je trouve. Qui a présenté dans la marche du siècle, tout à fait. Ah bon, Jean-Marie Cavada. Je l'ai parcouru et il préconise là-dedans la création d'un ministère, un grand ministère de l'environnement. Il a parfaitement raison, sauf, comme je le lui ai écrit d'ailleurs immédiatement en le remerciant, que ce n'est pas un ministère qu'il faudrait, c'est un super ministère, réellement un super ministère, qui dépendent, étant donné que nous sommes en 5e République, et pas en 4e ni en 3e, mais en 5e République, avec la Constitution actuelle, super ministère de gros moyens dépendant directement de la présidence de la République. Mais la grande victoire de cette journée, c'est peut-être quand même la sensibilisation dans tous les états-majors politiques des intérêts, tout simplement peut-être électoraux, qu'il y a à travailler pour l'environnement. Ce n'est pratiquement que cela. Je suis devant le succès grandiose médiatique, n'est-ce pas, et des lecteurs, c'est ça qui mobilise les politiciens, de l'environnement tout à coup. Je me retrouve en 1944-45 devant tout à coup la floraison de résistants. Il n'y en avait pas pendant les années 40 à 44, il n'y en avait pas, je le sais, nous étions une poignée. Tout à coup, il y en avait plein les rues, quand il y a eu la libération, quand il n'y a plus de danger. Plein les rues. C'est la même chose maintenant pour l'environnement. Nous clamons depuis 30 ans, 35 ans, qu'il faut absolument prendre des mesures draconiennes pour réduire les pollutions. La plus grave, c'est la pollution des eaux souterraines, et puis la pollution de toutes les eaux, et puis la pollution des sols avec les déchets de toute nature, et puis la pollution de l'air, avec tous les gaz que l'on rejette dedans. C'est dramatique et ça va de mal en pis. Il y a des années qu'on crie pour cela. Mais ce ne sera intéressant que lorsque les décideurs, c'est-à-dire d'une part les politiques, les décideurs politiques, et d'autre part les décideurs financiers, parce que tout dépend de l'argent, n'est-ce pas? Il faudra des milliards pour faire une bonne prévention et un bon nettoyage de l'air, de l'eau et du sol. Alors, autre problème abordé aujourd'hui par les écologistes, le nucléaire. Dans notre Tour de France, nous avons choisi la manifestation d'écologistes transformés en pollueurs à la centrale de Golfech, près de Toulouse, pour démontrer que les déchets quotidiens sont moins dangereux que les déchets nucléaires. Reportage à Golfech, Olivier Loubet. C'est en procession que ces militants écologistes sont venus déposer leurs déchets. L'opposition à la centrale de Golfech aura fait de ces écolos d'authentiques pollueurs. Une manière spectaculaire de célébrer la journée de la Terre, mais aussi d'attirer l'attention sur des déchets ô combien plus embarrassants et dangereux. Si aujourd'hui, malgré notre opposition à apporter ces déchets, on a dit qu'il faut au moins le faire une fois pour que les gens se rendent compte ce que peut être les déchets, puisqu'on va en créer, on va rejeter dans la Garonne. Il y a plusieurs tonnes chaque année qui vont partir de ces centrales qui vont être des déchets radioactifs. Dans 3000 ans, il y aura encore 90% du plutonium qu'on produit à l'heure actuelle qu'on laisse à nos enfants.
Hasard du calendrier ou cynisme d'Électricité de France, le décret de prise d'eau est paru au journal officiel à la veille de la journée de la Terre. Rien ne s'oppose plus désormais à la mise en service de la centrale. Pour les antinucléaires, la situation de la sécheresse actuelle aurait dû conduire au report. D'autre part, le problème du retraitement des déchets est loin d'être réglé. Des écologistes qui, bien qu'isolés, ne désarment pas. Pour eux, il faut éviter d'avoir un jour à ouvrir une telle boîte de conserve. Sans transition, nous rejoignons Jean-Paul Geroard à la Villette. L'espoir pour refermer cette page consacrée à l'environnement, cet arbre à promesse qui est à vos côtés. Oui, regardez-le Eric, cet arbre vert et bleu aux couleurs du jour de la Terre. C'est l'arbre à promesse des Amis de la Terre, avec un feuillage qui symbolise 45 000 promesses de bonne conduite écologique. Des promesses qui ont été récoltées par des enfants sur les marchés auprès d'adultes. Et ces enfants, j'ai à mes côtés 2 de leurs ambassadeurs qui sont allés cet après-midi à l'Elysée pour remettre un arbre symbolique de leur mobilisation. Alors Lionel, ça voulait dire quoi cet arbre à l'Elysée? Ça voulait tout simplement dire qu'il fallait défendre la forêt amazonienne car elle est en voie de destruction. Qu'est-ce que vous avez demandé précisément là-bas? On a demandé à monsieur Odoz, le conseiller scientifique de Mitterrand, oui, de mettre les paquets de cigarettes le plus cher possible. Et puis on voudrait aussi protéger beaucoup la forêt amazonienne. Et toi Johan, qu'est-ce qui te semble le plus inquiétant dans toute la pollution qu'on voit en ce moment? L'essence avec pneus, car ça pollue la nature. Les cigarettes aussi. Quand on est en voiture, il faudrait mieux pas en fumer. Ça nous pollue l'estomac et pollue la nature. Là, vous voyez, Eric, les générations futures ont l'air prêtes à ne pas faire les mêmes erreurs que leurs aînés. Voilà, ici à la Villette, c'est pas tout à fait terminé. Ce soir à 21 h, il y a un grand concert de rock gratuit avec, entre autres, Manu Dibango et Jean-Louis Aubert. Ça devrait être l'apothéose musicale de cette journée de la Terre. Jean-Paul Geroard, nous vous retrouverons à 22h10 dans Soir 3 à la Villette. Haroun Taziev, 2 mots. On a beaucoup parlé de la forêt amazonienne. Ce qui vous préoccupe, vous, c'est la forêt française. Il y a encore eu de graves incendies dans le Médoc il y a 3 semaines, un mois. Que faut-il faire aujourd'hui? Que dites-vous? Alerte, le feu va encore se développer et causer de grands ravages cet été en France? C'est tout à fait certain. Le feu fait chaque année une moyenne de 40 à 50 000 hectares de destruction, plus des vies humaines. L'année dernière, il y en a eu 11. Vous avez écrit au chef de l'État? J'ai écrit au chef de l'État pour lui dire mes préoccupations dans cette année-ci où la sécheresse exceptionnelle que nous connaissons depuis 2 ans maintenant va poser au point de vue des incendies de forêt des questions très graves. Or, ce que l'on fait depuis 30 ans qu'il y a des incendies de forêt, avant il n'y en avait pas. Ils étaient rarissimes. Les incendies de forêt, c'est tout à fait récent, il y a un tiers de siècle. C'est lutter dans une lutte perdue d'avance. On n'éteint pas un incendie, il faut prévenir et on ne fait rien pour la prévention. Merci Haroun Taziev. Vous restez avec moi car je sais que vous aimez le sport avec l'année de tous les records pour Honda, vainqueur pour la 5e année consécutive des 24 heures du Mans moto, 4e succès pour Alex Vieira et Jean-Michel Mattioli. Reportage FR3 Le Mans. La nuit, cette terrible nuit des 24 heures que tous les pilotes redoutent. Cette nuit qui nous offre un duel fantastique entre la Honda et la Suzuki d'Hervé Moineau. Un arrêt de 2 minutes et tout pouvait être remis en cause. Las, la belle machine blanche et bleue rend l'âme à 9 h du matin. Les 24 heures ont vécu. Les Honda Boys peuvent lever le pied. L'autre Suzuki, la numéro 4 de Duhamel, Burnett et Chambers, est reléguée à plus de 15 tours. L'outsider Kawasaki est rentré dans le rang bien avant la nuit. Il ne reste plus qu'à tenir, ne pas commettre de faute, ne pas céder à la fatigue jusqu'à l'heure fatidique. 14 h 30, les premiers spectateurs envahissent la piste. Les 31 motos rescapées ne pourront boucler les 2 tours d'horloge. La tradition est respectée. Honda remporte ainsi sa 5e victoire consécutive au Mans. Les pilotes de la numéro 1, Stéphane Mertens, Jean-Michel Mattioli et Alex Vieira, auront mené la course pratiquement de bout en bout, mais pas dans le confort.
Tennis, en bref, Guy Forget battu cet après-midi par l'Espagnol Aguilera en finale du tournoi de Nice sur le score 2-6, 6-3, 6-4. Et puis vous le savez, début demain de l'Open de Monte-Carlo qui sera retransmis tous les jours en direct sur FR3. En rugby, les huitièmes de finale aller du championnat. Grosse surprise en direct cet après-midi sur l'Arc 3. La victoire de Narbonne à Béziers. Coup de chapeau à Colomiers et à Brive. Commentaire Alain Leblond. Entre les voisins Béziers et Narbonne, on ne s'est pas fait de cadeau cet après-midi, mais soulignons l'engagement viril mais correct des deux équipes, sous l'œil de l'éternel Raoul Barrière chez lui à Béziers, même s'il s'occupe désormais des Narbonnais. C'est Henri Sens qui est le plus vite sur cette pénalité opportunément jouée. Menés 7 puis 10-0, les Biterrois réagissent à la 67e sur ce départ côté fermé de Canberra-Béraud pour Rouzet qui aplatit en coin. Score final 13-10 pour Narbonne, victorieux à l'extérieur. Surprise à Colomiers où les Toulonnais se sont inclinés 6-3 devant une équipe qui disputait là son premier huitième. Il faut savoir que les hommes d'Herrero ont eu 2 essais refusés. Le premier de Rouet pour cause d'agression sur le regroupement de départ. Le deuxième, après une forte domination des avant-varois, voit l'arrière toulonnais percer plein champ, la balle jusqu'à l'ailier Pascal Gel. C'est beau, mais encore faut-il aplatir et ne pas lâcher le ballon. On peut s'attendre à une sérieuse réaction pour le retour à Mayol. On finit avec les Toulousains, champions de France, qui ont trouvé par 2 fois la faille en terre nimoise. Une superbe accélération du centre Denis Charvet qui croise avec son copain Bonneval. On en redemande 7-3 à la mi-temps. Alors puisque la demande est acceptée, Charvet nous refait le même coup, mais cette fois-ci avec Thierry Palisson qui croise. Victoire finale des Toulousains 13-6. En principe, ils devraient confirmer dans 8 jours au Stadium. À l'issue de ces matchs allés, hormis Agen qui n'a plus de soucis à se faire grâce à ce score fleuve, tous les matchs retour restent ouverts. Notamment un Dax-Biarritz, un Grenoble-Brive et un Bègle-Montferrand qui vaudront le déplacement. Et globalement, Haroun Tazieff, de beaux essais quand même dans ces huitièmes de finale. Super beaux essais. J'ai regardé hier, c'était sur la 2 je crois, le Montferrand-Bègle. Montferrand-Bègle, ça a été lamentable au point de vue de la conduite des 2 premières lignes d'abord, et puis aussi des 2e et 3e lignes. Mais quand ils ont voulu jouer, ils ont joué très très bien. C'est idiot de jouer aussi stupidement, et c'est tellement contraire à l'esprit du rugby. On ne verrait jamais ça dans les îles britanniques, jamais, 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 ni en petite division, ni en division nationale. C'est un tout autre esprit, le rugby c'est pas ça. C'est un sport de voyous, comme disait je sais pas qui, mais joué par des gentlemen. Et ils n'ont pas été gentlemen hier. Merci Haroun Tazieff d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir. Avant de nous quitter, les rapports du tiercé Quarté Plus qui se couraient aujourd'hui à Longchamp. Il fallait jouer l'As, le 11 et le 6 pour gagner 4 289 francs dans l'ordre et 778 francs 50 dans le désordre. Et puis le Quarté Plus, vous rajoutez le 14 pour gagner 116 910 francs 60 dans le désordre, 12 081 francs. Avant de vous quitter, je voudrais vous convier à un grand rendez-vous dans quelques minutes, dans 4 minutes, dans le journal de 20h de nos confrères d'Antenne 2. Un document exceptionnel, les images du procès et de l'exécution du couple Ceausescu en Roumanie. Et puis à 20h30, toujours sur Antenne 2, le procès Ceausescu retransmis en intégralité, procès dont vous verrez de larges extraits dans Soir 3 à 22h10. Dans un instant, la météo complète de Florence Klein. Je vous retrouve donc pour Soir 3 avec Henri Chapier pour la chronique cinéma à 22h10. Très bon début de soirée.